Salut la poiscaille. Alors aujourd'hui, pas de bulle, de 360 ou même de... Ça fait quoi? Mais bel et bien un tout nouveau format sur la chaîne. Il suffit. Il va s'appeler le Nautilus. Et ce qu'on fait dedans est simple, on prend un sujet de la vie quotidienne et on va voir comment il est vécu à travers le monde, à travers plein de pays et de cultures surtout différentes. Et pour ce premier épisode, on va se pencher sur un sujet passionnant et... Passionnant mais surtout un peu glauque, non? Certes, on va pas se le cacher, celui des rites funéraires qui accompagnent la mort d'un être vivant. Et ouais, on va causer enterrement, rituel, cadavre et même cannibalisme. Eh ben, il va être joyeux ce nouveau format. Bah justement, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, quel est d'après vous l'endroit où on trouve le plus de tombes au monde? Eh bien, c'est probablement au cimetière de Wadi Salaam, situé à Najaf en Irak, et bâti il y a 1400 ans. Et là-bas, il y aurait pas moins de 5 millions de personnes qui y reposeraient, dont certains grands prophètes de l'islam. En gros, l'équivalent de la population du Costa Rica, quoi, rassemblés dans un seul cimetière. Bref, ne me croyez pas sur parole, puisque nous allons le voir, dans certains pays, les coutumes funéraires sont très éloignées de ce qu'on peut trouver en France. En France, les obsèques se font généralement sous forme d'enterrement ou de crémation. Le rituel veut que les membres de la famille et les amis se réunissent et partagent un moment solennel de recueillement. Selon la coutume, chacun revêt un habit noir ou de couleur sombre pour témoigner de sa tristesse et de son deuil. Le corps est placé dans un cercueil qui sera soit inhumé sous la terre lors d'une cérémonie, soit incinéré. Pour résumer. Parce que oui, ensemble nous allons partir au Niger, chez les Dogons d'Afrique, on va même explorer certains rites japonais et même simuler nos propres funérailles en Corée du Sud. Alors sortez vos costumes de faucheuse et partons immédiatement dans ce tour du monde des rites les plus insolites dans ce premier volet du Nautilus. Alors commençons notre voyage dans une escale du côté de l'Inde. Il se pratique un rite qui, en tant qu'occidental, pourrait un petit peu vous choquer. On va d'ailleurs l'appeler le rite du crâne. Oui, puisque lorsque quelqu'un meurt, il est de coutume de lui raser le crâne pour permettre à son âme de s'échapper plus facilement. Ensuite, on le purifie en lui mettant des herbes sur la bouche et on installe des bougies près de sa tête, quoi. Ouais, bah jusque-là, rien de fou, non? Attendez. Et puis, après avoir lavé le cadavre et l'avoir parfumé, on le roule dans un linceul blanc qui symbolise la pureté et qu'on peut alors recouvrir de fleurs. Mais ce qui est important dans ces préparatifs, c'est que la famille du mort est toujours présente à la cérémonie, notamment l'aîné de la famille, qui lui aussi doit se vêtir de blanc et se raser en signe de respect. Tous les proches récitent alors des mantras et des prières avant d'allumer le bûcher funéraire sur lequel le corps sera livré aux flammes. Bref, c'est une cérémonie respectueuse, religieuse, et puis alors que tout semble se passer correctement, à un moment, le fils attrape un marteau ou un objet lourd, et puis... il pète le crâne du défunt en deux. Oui, c'est un peu violent, ça peut surprendre. C'est sûr que de notre point de vue, ça paraît pas super intuitif de saccager le corps d'un proche qui viendrait de mourir. Mais en réalité, c'est plutôt pour permettre à l'esprit de quitter son enveloppe terrestre en ouvrant le 7e et dernier chakra situé au sommet du crâne dans les croyances hindoues. Un petit peu comme une porte qu'on ouvre pour permettre ensuite à l'âme de s'échapper et de partir ailleurs. Donc on va dire que c'est plutôt un service rendu. Maintenant, direction le Japon pour se souvenir d'une bien étrange coutume, qui trouve sa source dans une tradition bouddhiste des moines Shingon. Alors vous connaissez sans doute les momies égyptiennes, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des momies Sokuchin Butsu. Elle dit mieux que moi, quoi. Alors bon, tenez-vous bien, parce que celle-là, elle est un petit peu hardcore. Et oui, puisque pour se détacher et éveiller leur esprit à Bouddha, les moines suivaient un régime très strict dans le but de se momifier eux-mêmes. Ouais, c'est sûr que ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais ça se passe en 4 étapes. Je vous explique. D'abord, pendant 1000 jours, le moine ne mangeait que des noix et des graines, genre vraiment rien que ça. Et vous croyez là que 1000 jours c'est long? Ça fait un peu moins de 3 ans quoi. Eh bien, quand cette étape était terminée, c'était ensuite pire. Le moine repartait avec 1000 jours de jeûne, à bouffer que des racines et des aiguilles de pin. L'idée, c'était en fait d'évacuer toutes les graisses et les fluides corporels inutiles au corps. Et ceci pour que la momification se fasse plus... naturellement. Et la 3e étape, c'était de se goinfrer de sève de sumac, un arbre toxique qui déshydratait considérablement l'organisme. Voilà. Bon, ça c'était histoire de dissuader les insectes et les vers d'attaquer le cadavre. Et de le laisser se dessécher... tranquillement. Du coup, désolé pour les âmes sensibles. Mais bon, venons-en à la 4e étape, c'est là que tout se joue. Puisque une fois devenu bien faible, mais bien coriace, le moine descendait dans une tombe en pierre pour s'y laisser mourir. Le mec est plutôt déter. Et là-dessus, seule une clochette et une tige de bambou le reliaient à la surface. Et chaque jour, si on entendait depuis la surface la clochette tinter, cela signifiait logiquement que le moine était toujours en vie. Mais lorsque ce petit tintement
funèbre cessait, on savait alors qu'il avait passé l'arme à gauche et on pouvait alors définitivement sceller la tombe. Et puis 3 ans plus tard, d'autres moines réouvraient le tombeau pour voir du coup si le processus avait fonctionné et donc du coup si la dépouille était momifiée. Et bon, autant vous dire que malgré tous ces préparatifs, il était extrêmement rare que ça réussisse. Et donc du coup, quand ça marchait, la momie était exposée dans un temple et vénérée, plutôt une consécration. Restons sur le continent asiatique pour visiter notre 3e pays, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la Chine, puisque là-bas on trouve encore ce qu'on appelle des pleureuses. Bon, déjà il faut savoir que la pleureuse existe depuis l'Égypte antique, mais qu'elle a disparu de la plupart des pays du globe. Et en Chine, il existe encore quelques personnes qui pratiquent cette chose, et on peut dire que c'est là-bas que c'est resté encore assez commun et ancré dans la tradition. Alors bon, ok, très bien. Mais en fait, en quoi ça consiste? Eh bien, vu le nom, j'imagine que vous savez un petit peu, vous savez deviner quoi. Le job en fait de la pleureuse, c'est de pleurer. Voilà. Elles assistent à l'enterrement, à l'obsèque, et elles vont alors pleurer. Mais pas que pleurer, parce que sinon ce serait trop simple. Attendez, c'est là. Non, elles vont être dans le grand spectacle, c'est-à-dire qu'elles vont aussi crier, se rouler par terre, mais aussi se griffer, se lamenter, réciter des chants et des prières. Parce que on les paye pour cela. Dans des cultures comme celle de la Chine, il est parfois difficile de déballer ses émotions en public. Disons que les gens n'y sont pas forcément habitués, alors qu'il est paradoxalement plutôt bien vu d'exprimer bruyamment son chagrin quand un être cher disparaît. Lors des enterrements, la famille endeuillée a donc parfois besoin d'une pleureuse qui se charge de leur offrir un exutoire et de rendre hommage comme il se doit aux défunts tant aimés. Les pleureuses sont d'ailleurs souvent accompagnées d'une bande de musiciens. Elles peuvent aussi danser et réciter un discours. La cérémonie devient alors spectaculaire. Je rappelle quand même qu'on est dans le cas d'un enterrement d'un proche, une personne qui est disparue, un moment quand même assez solennel, mais en tout cas la démonstration peut soulager la peine que peuvent ressentir les proches. Et malgré ce qu'on pourrait penser de notre point de vue, loin d'être un manque de respect, leurs prestations célèbrent le passage de la vie à la mort. Poursuivons un petit peu notre voyage et quittons l'Asie pour nous rendre en Afrique. Est-ce que ça vous dit? Laissez-moi partir, je sais même pas qui vous êtes. C'est quoi ce micro? Vous êtes qui? C'est pas la bonne réplique, c'est pas la bonne réplique. Bon, on se rend au Mali, où vit une majorité du peuple Dogon. Et concernant leur rite funéraire, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut pas être pressé puisque celui-ci dure non pas des jours, des semaines, des mois, mais des années. Alors évidemment, lorsque la personne décède, il y a une cérémonie mortuaire dans un premier temps, comme chez d'autres peuples, évidemment. Et là-dessus, le corps du défunt est lavé, et chaque proche vient alors s'adresser au mort pour lui demander pardon pour les discordes qu'il y aurait pu y avoir entre eux. Bon, ensuite, le corps est tout simplement abandonné sur une colline, près d'une falaise ou d'une grotte, par exemple. Et attention, puisque c'est bien à l'air libre, il n'est pas enterré du tout. Il est simplement en fait recouvert d'un tissu. Mais ça, ce n'est que la première étape. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Dogons considèrent que l'âme a plusieurs paliers à franchir avant d'être totalement libérée de son enchaînement à la terre. Et à ce stade du deuil, alors certes, l'âme a quitté son enveloppe charnelle, le corps quoi, le cadavre, mais elle reste encore attachée au foyer. Et l'étape suivante, c'est de libérer l'esprit de la maison familiale. Et pour ça, par contre, il faut attendre plusieurs mois. Donc t'es en train de me dire que pendant tout ce temps-là, ils vivent avec un fantôme, les mecs? Bah oui, du coup, c'est un peu l'idée. Et au bout d'un certain temps, les funérailles peuvent avoir lieu. Et là, les activités varient, sacrifice d'animaux, purification, combat fictif. Ah si, c'est vous qui choisissez. En fait, c'est ce qui va permettre à l'âme, selon eux, de quitter le domicile. Mais ce n'est pas fini encore, puisque l'âme est encore prisonnière du village, et il faut l'expulser à ce moment-là, again. Et pour la faire quitter les lieux, il faut attendre plusieurs années que soit organisée la fête du Dama. Et à cette occasion, les Dogons se parent de masques, se rassemblent, défilent et dansent, en appelant toutes les personnes décédées dans les dernières années à rejoindre leurs ancêtres. Finalement, c'est une sorte de vol groupé, vous voyez. Et là, et seulement là, environ 5 ans après votre mort, votre âme peut enfin accéder à la paix éternelle. Et oui, la paix éternelle, c'est pas rien, ça se mérite. Eh bien, c'est déjà l'heure de quitter l'Afrique pour se rendre en Amérique du Sud, et plus précisément au Paraguay. Et là, clairement, encore une fois, je vous conseille de vous éloigner de votre repas, et si vous êtes en train de manger, eh bien du coup, fallait pas quoi. Parce que, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Indiens Guayaki? En fait, c'est un peuple nomade qui occupe les forêts tropicales, et dont certaines tribus ont pris l'habitude de pratiquer l'endocannibalisme. Alors très concrètement, je préfère vous le dire avec beaucoup de délicatesse et de douceur, puisqu'il s'agit de manger ses morts. Puisque si le cannibalisme, c'est le fait de consommer un être de son espèce, l'endocannibalisme, c'est carrément de consommer un être de son propre groupe, de sa tribu ou de son cercle rapproché, quoi. Comme bouffer ta sœur ou ton frère, quoi. Attention, malheureux, pas n'importe comment. C'est pas on va faire un ragoût avec des petits oignons et compagnie pour le bouffer. Bah, non.
En fait, chez les Guayakis, l'endocannibalisme est une pratique très codifiée. Par exemple, si la personne est décédée tard le soir ou le matin, il faut recouvrir son corps de fougère et attendre un petit peu, car il est interdit de consommer de la chair à la nuit tombée. En ce qui concerne le reste, là, je vais reposer ce crâne, voilà, parce qu'on rentre un petit peu dans le hard. Alors d'abord, le corps du défunt est découpé en morceaux, puis les morceaux sont rôtis au feu, comme n'importe quel gibier qui aurait été chassé, et une fois que c'est fait, eh bien, c'est le festin. Sauf pour les parents et le conjoint du malheureux décédé, qui n'ont pas le droit de se régaler avec les autres. Et puis là-dessus, si vous pensez que ce banquet ressemble à un truc convivial et chaleureux, eh bien, détrompez-vous, là, c'est pas l'ambiance. Non, il est interdit de rire. En même temps, bon, je veux dire, c'est de circonstance, et il faut bien se tenir. Et, petit détail croustillant, généralement, ce sont les femmes enceintes qui se partagent un morceau de choix qui leur est réservé, à savoir le pénis de l'homme qui vient de mourir. Voilà. Par contre, si le défunt est une femme, en revanche, ses organes génitaux sont enterrés et non mangés. Ouais, du coup, voilà, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Ensuite, ce qu'il reste du mort, c'est-à-dire ses os, sont broyés, et puis le crâne épilé, puis brûlé. Et selon les Guayakis, c'est la fumée de cette crémation qui permet à l'âme du défunt de s'élever jusqu'aux cieux. Oh, c'est quand même poétique. Yes, après bon, il est possible que tout ceci soit de l'histoire ancienne, car on suppose que ces pratiques ont été abandonnées dans les années 60. Néanmoins, selon l'article de référence qui nous a amené tous ces détails croustillants, la plupart des Guayakis expriment encore leur désir de consommer de la chair fraîche, humaine quoi. Donc si un jour vous avez le plaisir de vous balader chez eux, eh bien vous trouverez peut-être 2-3 trucs suspects dans votre assiette. Bon, pour ce dernier truc, retour en Asie, puisque cette fois, nous allons en Corée du Sud, où cette fois-ci, une drôle d'habitude commence à s'installer, et qui n'est pas un petit truc isolé à droite à gauche, mais qui rencontre au contraire énormément de succès. Et pour le coup, bon, il ne s'agit pas vraiment d'enterrer un défunt, mais bien de simuler ses propres funérailles. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Corée du Sud, le taux de suicide crève le plafond, puisque c'est quand même le 10e au monde. Et donc du coup, pour redonner un peu de joie de vivre à la population, certaines entreprises se sont spécialisées dans les faux enterrements. Voilà. Alors comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, on va vous isoler et vous demander d'écrire un testament. C'est alors le moment pour vous de coucher sur le papier toutes vos pensées les plus intimes. L'étape suivante, c'est qu'on vous prendra en photo pour réaliser votre portrait funéraire, puis vous devrez rédiger votre lettre d'adieu et imaginer les derniers mots que vous aimeriez dire à vos proches. Et c'est alors, à ce moment-là, qu'on arrive au meilleur moment, celui de la mise en bière. Vous allez vous installer dans votre petit cercueil, on va alors vous enfermer à l'intérieur, vous entendrez alors le bruit des clous qu'on enfonce dans le cellier, et alors on va vous laisser là pendant plusieurs longues minutes, seul dans l'obscurité, face à vous et à vos pensées. Non mais en vrai, moi je trouve l'idée intéressante. Même si c'est pas un truc traditionnel, il y a beaucoup d'entreprises qui organisent ça, notamment pour leurs employés, et ça répond en fait à un fait de société très important là-bas, c'est la pression de la réussite. Ça peut rendre les gens dingues. Du coup, ce genre d'enterrement fictif peut permettre à l'individu de relâcher la pression. Et bon, en même temps, paradoxalement, ce processus permet de redonner goût à la vie, comme si cette mort servait à laisser les erreurs derrière vous et vous inspirer une forme de reconnaissance pour repartir de zéro dans votre existence. Et bien voilà pour ce premier épisode du Nautilus. J'espère que cette vidéo vous aura amusé, intéressé, ou peut-être tout du moins vous aura permis de réfléchir, peut-être sur le sens de la vie aussi en même temps, puisque la mort permet, comme le disent certains, de donner une certaine perspective à notre existence. Allez, on est fou, je me permets de faire un petit sondage. Vous, est-ce que vous savez comment vous aimeriez terminer? Voilà, être enterré, brûlé. Donc n'hésitez pas à nous dire ça, puis à donner votre avis en commentaire évidemment. Et pour terminer, je profite de cette vidéo et de ce sujet pour adresser mes dernières pensées à mon père. Il vient là de décéder à l'âge de 65 ans, alors qu'il venait depuis un mois d'être à la retraite. Lui qui me racontait sans cesse l'importance de la retraite et le fait de vouloir faire plein de choses au moment où il le serait enfin. Bref, papa, j'espère que là où tu es enfin en paix. Et si l'âme existe et perdure au-delà de la mort, j'espère que tu as pu trouver le bonheur que tu n'as pas réussi à atteindre sur Terre. Et de là où tu me regardes, tu es fier de moi et de ce que j'ai accompli à travers cette chaîne YouTube, cette entreprise, tous les projets que j'ai faits et qui me restent à faire. Voilà. Adieu, papa. Voilà, cette vidéo est vraiment terminée pour le coup et du coup j'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à proposer d'autres coutumes que vous aimeriez voir traitées dans le Nautilus si ce format vous a plu. Et sur ce, je vous retrouve dans tous les cas très rapidement. Sur ce, prenez soin de vos proches et à plus la poiscaille.